Alors regardons maintenant sur ce schéma de courbe pression-volume comment évolue paramètre par paramètre la courbe pression-volume en fonction d'un changement de l'une de ces valeurs. Alors on va commencer, comme la semaine dernière, par une variation de la précharge. Et donc qui dit précharge dit étirement différent. Donc, in situ, dans un cœur tridimensionnel, ça veut dire l'étirement, ça correspond au remplissage, donc à la compliance, exactement. Et donc vous aurez sur cette phase d'augmentation de la précharge, par rapport à la valeur ici de référence, de ce cycle initial, vous aurez donc un point, ici, d'ouverture mitrale, qui va se déplacer dans quel sens? Si vous augmentez la précharge, ça va vers la droite, d'accord? Et donc vous allez avoir soit un temps plus long pour remplir votre ventricule. Alors on a dit c'est une fréquence à 60 par minute, donc un cycle par seconde, 1000 millisecondes, et donc vous aurez normalement un remplissage qui vient se faire régulièrement, sauf ce temps très long qui va suivre une extrasystole. Quand vous avez une extrasystole, très fréquemment, juste derrière, vous allez avoir un repos compensateur. Ce temps-là va être beaucoup plus long, et en général, les deux cycles très courts de l'extrasystole et du cycle post-extrasystolique, finalement, ces deux cycles-là représentent deux cycles normaux, grosso modo. Et donc, vous avez sur le deuxième temps un moment dans lequel le remplissage va avoir plus de temps, d'autant plus que le premier n'a pas été efficace. Et donc vous aurez à ce moment-là, sur une phase qui peut ensuite aller sur tout ce qui va concerner sur des troubles du rythme des pauses la nuit, lorsque vous êtes sous un tonus parasympathique important, votre cœur qui descend à 45 par minute, de temps en temps peut descendre un peu plus bas, voire même s'arrêter brièvement pendant 2-3 secondes. Ce temps-là, vous allez avoir un remplissage qui continue. Donc vous allez vous déplacer sur la courbe de remplissage diastolique et donc finalement ouvrir votre mitral plus tard, à un régime de volume et de pression supérieur. À partir du moment où vous avez ça, vous allez avoir, pour une pression artérielle qui ne va quasiment pas changer, voire même qui sera un tout petit peu plus faible, vous allez avoir une possibilité de sortir une quantité plus importante en raison de la loi de Starling, et donc d'avoir une adaptation quasiment immédiate pour ramener sur un volume d'éjection supérieur, mais ramener votre point de fermeture aortique quasiment au même niveau, quasiment. Et donc très rapidement, cycle à cycle, adapté sur ce changement d'une augmentation de précharge par l'adaptation de la loi de Starling, régulation intrinsèque, vous aurez une capacité à augmenter votre volume d'éjection systolique pour pouvoir revenir très rapidement et recommencer, si le cycle se remet en place rapidement, une valeur identique au cycle de base. D'accord? Donc, variation isolée de la précharge, on se décale vers la droite et avec une augmentation du volume éjecté immédiatement après ce cycle. C'est une application directe là, de la loi de Starling. Vous êtes plus distendu, vous êtes donc capable de vous contracter et de dégager une tension supérieure. Cette tension supérieure sur un volume supérieur s'applique immédiatement et s'entraîne une augmentation du volume éjecté, volume d'éjection systolique VES. Voyons maintenant ce que va donner une augmentation isolée de la post-charge. Alors on se met toujours dans des conditions théoriques, le fait d'être isolé sur un seul paramètre ne se voit quasiment jamais en situation réelle, mais sur des situations expérimentales, ça nous permet d'insister sur des points particuliers. Et donc on va regarder sur cette variation isolée de la post-charge à partir d'un état initial classique de notre cycle de pression-volume ventriculaire. On va avoir une valeur qui va porter sur quel indice? La diastole, on vient de l'avoir sur le remplissage. La diastole sur le remplissage, c'est plutôt de l'amont, et c'est donc, si c'est du remplissage, c'est plutôt de la précharge. Ça ne va pas être sur le temps de l'éjection, ça va être sur la valeur à laquelle va se situer la pression qui règne où?
Non. La pression qui règne dans l'aorte. Hein. Rappelez-vous que la post-charge, c'est ce contre quoi on travaille. C'est ce qui nous empêche, c'est ce qui résiste. Donc c'est l'opposition qu'on va avoir, dans lequel il va falloir forcer pour éjecter ce volume ventriculaire. Donc le régime de pression aortique, il est caractérisé par ce point-là. Celui de l'ouverture aortique. Et donc, il va se déplacer vers le haut ou vers le bas. S'il y a une augmentation de la précharge, la pression dans l'aorte va être supérieure. Donc, le temps ou le chemin que vous devez parcourir pour dépasser cette valeur va être supérieur. Et donc, vous allez augmenter votre valeur de post-charge. Et donc, la capacité à commencer le cycle va se décaler vers le haut, et donc vous aurez un travail de contraction isométrique supérieur à fournir, sans pour autant réaliser ce pourquoi vous êtes fait, c'est-à-dire participer au débit cardiaque, participer à l'éjection. Toute cette phase-là, entre ces deux points-là, va vous coûter cher en énergie pour lutter, pour monter encore un peu plus haut, et pourtant vous n'avez pas d'efficacité globale sur l'ensemble de l'organisme, qui est celui de réaliser un cycle de perfusion tissulaire. Celui-là, vous ne l'avez pas fait. Par contre, vous montez progressivement en tension. Et donc, du coup, comme vous ne changez pas, on est dans une valeur d'augmentation isolée de la post-charge. Comme vous ne changez pas cette valeur d'élastance télésystolique, quel va être le volume éjecté? Comment sera-t-il? Plus grand ou plus petit? Plus grand, pourquoi? Parce que vous allez sur la droite? On ne va jamais sur la droite. Le cycle, il se fait toujours dans le même sens. Et bien ce ne sera pas à volume constant, justement. Vous allez vous trouver tout de suite dans le plafond de la courbe d'élastance. Autrement dit, vous allez devoir monter et puis gérer à un niveau qui n'a pas changé parce que vous n'avez pas modifié les autres paramètres. Et donc, du coup, vous arrivez tout de suite sur la valeur maximale ouverte. Et très vite, les deux changements de pression dans l'aorte et dans le ventricule se font et finalement ramènent à des valeurs supérieures de la pression artérielle systolique elle aussi. La quantité, la valeur de la pression qui règne dans le conduit dans lequel vous éjectez, et donc finalement ça vous empêche d'avoir tout le temps nécessaire pour l'éjection, et ça vous intime de fermer, d'occlure votre valve aortique plutôt que dans le cycle normal. Autrement dit, le volume d'éjection systolique dans ce cas-là sera plus faible. D'accord? Quelle va être du coup votre adaptation? Vas-y, redis-le. La fréquence. Tu peux jouer sur la fréquence. Une stimulation sympathique qui, lorsqu'elle te dit défaut de débit cardiaque, on augmente. Oui, celle-là est extrinsèque au cœur. Elle est intrinsèque à l'organisme total, mais elle n'est pas cardiaque. Il y a un mécanisme qu'on a vu juste avant qui va continuer à jouer, qui peut jouer là-dessus. C'est lequel? On n'en est pas là. Ça, c'est sur du long terme. Là, on va regarder juste des adaptations de court terme. Tu vas avoir comme résultante de tout ça une hypertrophie myocardique, parce que c'est un travail continu long, si tu ne peux pas aller contre cet état de fait. Et ça va être le cas dans l'hypertension artérielle, très classiquement. C'est pas ça ici. Ça, c'est du si classique que je vous demande maintenant. Lequel? Non, ça non plus. Ce n'est pas du tout un cycle physiologique attendu. Mais par contre, c'est le mécanisme qui suit l'extrasystole que je veux vous voir utiliser et qui va réellement se mettre en place. C'est-à-dire que vous allez jouer sur l'augmentation du remplissage, et donc l'augmentation, non pas en changeant la compliance, mais en vous décalant sur la courbe de compliance et en allant chercher un temps de remplissage plus long, mais malheureusement à des valeurs de volume et des valeurs de pression de repos supérieures. Autrement dit, vous allez décaler vers la droite votre cycle, qui est lié initialement à une valeur isolée de la post-charge, et vous allez donc travailler à des valeurs plus élevées de pression. Est-ce que c'est bon pour le cœur, ça? Pas franchement. Pas franchement. Et globalement, pourquoi? Si vous vous souvenez de ce qu'est la mesure du rendement cardiaque, c'est la valeur, ce qui est inscrit dans le cercle, dans le cycle pression-volume, sur la surface totale. Si vous décalez l'ensemble de votre cycle
vers la droite, qu'est-ce qui se passe sur le rendement? Ben, il diminue. D'accord. Vous allez décaler, en admettant que ce cycle soit de la même taille, vous allez décaler de plus en plus. Donc la surface S, elle est de plus en plus loin de l'origine, d'accord, de plus en plus grande. Et donc, cette valeur de base, sur laquelle le coût total va s'exprimer, finalement, est de plus en plus faible. Donc le rendement va baisser. Un cœur qui travaille à un rendement faible est un cœur qui est progressivement en train d'évoluer assez mal. Donc, cette adaptation, malgré tout, va se faire au détriment du long terme, mais sur le court terme, c'est un des points qui met en jeu immédiatement une des possibilités, Starling, d'utilisation de la précharge comme réponse à l'augmentation de post-charge. D'accord ? Donc, vous allez là avoir un double mécanisme, celui d'une opposition frontale, d'augmentation de la pression dans les conduits, et en particulier dans l'aorte. Et l'une des adaptations est de déplacer progressivement votre remplissage pour augmenter un peu plus la valeur du volume éjecté, puisque c'est ça qui est in fine l'indice le plus important et celui sur lequel votre régulation de la circulation totale se fera. On va voir maintenant l'inverse, celui dans lequel vous parvenez à faire le diagnostic, parce qu'au bout de 2 ans d'errance, vous avez fini par trouver le gène de l'hypertension artérielle, et donc, en jouant sur une thérapie génique qui n'existe pas, vous allez utiliser les traitements classiques de l'hypertension artérielle qui vont jouer sur la post-charge, principalement. Et jouant sur la post-charge, vous allez regarder comment on va diminuer quelle valeur de la pression aortique, et donc principalement comment ce point va se décaler vers le bas. D'accord ? C'est juste l'inverse de ce qu'on vient de voir. Une augmentation de la post-charge élève ses valeurs de pression. Une diminution de la post-charge, en utilisant en particulier des médicaments qui vont jouer sur les artérioles et qui vont donc permettre une relaxation, donc diminuer la pression dans l'ensemble du circuit. Okay, et sur l'ensemble du circuit, faciliter l'écoulement. Et donc qui dit facilitation de l'écoulement, dit un travail beaucoup plus tranquille pour le myocarde. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, sans changer les courbes d'élastance télésystolique, vous avez une capacité à éjecter beaucoup plus facilement ce qui se passe. Ce qui rentre dans votre ventricule en sort aisément. Et donc on va avoir sur cette capacité-là, qui est bien, je vous le répète, la cible d'un grand nombre de traitements de l'hypertension artérielle, que ce soit les IEC, que ce soit les ARA2, que ce soit tout ce qui va jouer sur la vasorelaxation distale, à ce moment-là, vous aurez une facilitation de votre travail cardiaque. En jouant sur la post-charge, vous facilitez le travail de la pompe. D'accord ? Ce n'est pas la cible de votre traitement, ce n'est pas en jouant sur le cœur que vous allez traiter l'hypertension, c'est en jouant sur les vaisseaux. Mais en jouant sur les vaisseaux, en leur donnant plus de souplesse, plus de facilité, moins de résistance, donc moins de pression dans l'ensemble du système, à ce moment-là, votre cœur travaille beaucoup plus facilement. Et donc, il va avoir une qualité, une capacité à jouer sur des régimes de pression plus faibles, en décalant vers la gauche, et avec une valeur d'éjection plus importante. Donc à ce moment-là, il peut jouer sur des fréquences cardiaques plus faibles, toujours pour répondre aux mêmes valeurs de débit. L'ensemble est excellent. Sur quel paramètre va jouer une augmentation de la contractilité maintenant ? Sur quel point, ou sur quelle courbe, ou sur quel élément du système ? L'augmentation de la contractilité, c'est l'ensemble du cœur qui, pendant l'éjection notamment, va réaliser un déploiement de ses capacités supérieures. Vous allez lui demander de travailler à vitesse plus importante qu'il ne le fait habituellement. D'accord ? Et donc, vous allez décaler quelle courbe ? La courbe d'élastance télésystolique VG. C'est celle-là qui va vous permettre, pour les mêmes valeurs de précharge et de post-charge, donc on n'a pas changé le remplissage ici, si on est dans une augmentation isolée, on n'a pas changé la valeur de la post-charge, ce point qui va permettre l'ouverture de la valve ventriculo-artérielle, et vous aurez par contre une capacité supérieure
d'éjection et de régime pour vous déplacer sur une courbe d'élastance télésystolique ventriculaire gauche qui sera décalée vers le haut. D'accord ? Tout ça, ce sont des indices d'augmentation de l'efficacité contractile de la totalité du système. Okay ? Et ça, c'est une valeur qui vous définit ce qu'est l'effet propre du cœur, porté par le cœur, et c'est donc un effet inotrope positif. Ça, c'est les caractéristiques principales, parmi toutes celles qu'on va voir au fur et à mesure aujourd'hui. Fonction et l'effet inotrope positif, on joue sur la contractilité. Si c'est par contre un effet inotrope négatif, vous allez diminuer cette capacité contractile. Vous aurez des effets qui vont jouer sur le temps, et donc les effets de fréquence, ce seront des effets qui seront dits chronotropes, positif ou négatif, positif en accélérant la fréquence, négatif en la ralentissant, et puis d'autres effets qu'on va regarder en particulier sur la relaxation, l'usitrope notamment. Ça, c'est l'effet d'augmentation de contractilité, effet inotrope positif. On va regarder l'inverse, celui d'une diminution de la contractilité, donc vous comprenez bien maintenant que la pente de la courbe d'élastance télésystolique ventriculaire gauche sera vers le haut ou plutôt vers le bas, hein. On est d'accord? Donc dans cette phase-là, un effet inotrope négatif va au contraire avoir tendance à vous ramener sur un plafond plus bas et donc limiter vos capacités d'éjection, limiter vos capacités d'adaptation, limiter vos capacités contractiles pour l'ensemble du myocarde. Et donc vous aurez dans cette phase-là, immédiatement, sans changer la compliance, vous aurez une réduction du volume éjecté à chaque systole. Okay, vous comprenez bien que si vous arrivez beaucoup plus vite à votre plafond, ben à ce moment-là, vous avez les échanges qui se font entre pression aortique et pression ventriculaire, et donc vous avez une fermeture aortique qui se fait plus tôt, et donc vous aurez un volume éjecté qui sera plus faible.